Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte. Prendre des bonnes décisions avec de la donnée pourrie, ça s'appelle avoir de la chance. Plusieurs équipes pour réaliser une mission qui est fournir de la donnée des algorithmes à l'entreprise. À un moment, on prenait près de 2000 décisions par seconde grâce à du ML. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel, qui est VP Data chez Blablacar. On va parler donc de la stratégie de Blablacar, des projets data, de leur organisation. Bonjour Emmanuel. Bonjour Robin, merci de m'inviter. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Blablacar ? Ouais, bien sûr. Blablacar, c'est la plateforme de covoiturage et aujourd'hui de transport partagé. C'est une plateforme que j'espère beaucoup d'entre vous connaissent. Aujourd'hui, on a à peu près 10 millions de recherches de trajets sur Blablacar toutes les semaines. On est présent dans 22 pays, donc c'est pas uniquement en France. Que dire d'autre ? Historiquement, on faisait du covoiturage longue distance. Aujourd'hui, Blablacar, c'est plus que ça. On fait aussi du covoiturage courte distance, domicile-travail. On fait aussi des bus longue distance. Puis peut-être un jour, on fera encore d'autres choses. Comment tu t'es retrouvé, toi, VP Data chez Blablacar ? Alors, c'est une longue histoire. Il va falloir que j'élague un petit peu. Moi, j'ai rejoint Blablacar il y a 6 ans et demi maintenant. J'ai commencé en tant qu'analyste et la boîte grossissant, les challenges s'accumulant, j'ai eu l'occasion de prendre un peu de management, c'était en 2016. Puis après, au fur et à mesure des va-et-vient des gens, départ de mon boss, j'ai pu prendre davantage de management, j'ai poursuivi dans cette voie. Et aujourd'hui, je me retrouve VP Data chez Blablacar. Ça fait 1 an que je suis VP Data. J'ai été Head of Data pendant 2 ans et demi avant. Et j'ai pu voir l'équipe se transformer et passer de quelque chose qui était très analyse au début à aujourd'hui, c'est vraiment de la data 360. Donc dans le pôle, on a du data engineering, de la data science, de l'analyse de données. Et on couvre vraiment toutes les facettes qu'il peut y avoir dans la transformation et la mise en valeur de la donnée. Justement, ça fait le bon lien avec la question suivante. Du coup, maintenant, tu développes le département data chez Blablacar. Alors, peut-être pas tout le périmètre, tu disais que tu n'avais que 30 sur 40 personnes, donc peut-être tu pourras nous parler de ça après, mais globalement, ça consiste en quoi Alors, il y a une métaphore que j'aime bien. Parfois, je compare la data un peu à une chaîne d'extraction de pétrole. Alors, le pétrole, c'est pas forcément le truc qui est le plus en vogue en ce moment, mais la métaphore est intéressante. Dans la data, il y a vraiment une notion d'extraire un matériau un peu brut. Et nous, c'est une partie des choses qu'on fait. Donc, ça va être capturer l'information qui peut être générée par un utilisateur sur son device ou en fonction de son utilisation du produit. Ensuite, il va y avoir des fonctions pour faire transiter cette donnée, la stocker, puis la mettre en valeur. Et de la même manière que dans l'industrie, par exemple du pétrole, tu vas avoir des pipelines, des usines de raffinement, etc., pour après aller distribuer du carburant à n'importe qui. La data, tu vas retrouver des phénomènes similaires. Donc tu vas faire, par exemple, avoir des pipelines de données. Ça, je suis sûr que plein de gens, ça va évoquer des choses chez plein de gens. Tu as tes pipelines de données qui vont aller stocker ta matière brute ou retraitée dans un entrepôt. Et après ça, tu vas vouloir le mettre à disposition du plus de gens possible, via des interfaces visuelles ou via de la donnée brute. Quels sont là, par exemple, cette année, tes chantiers principaux ? En ce moment, un des trucs qu'on regarde beaucoup, c'est la qualité de la donnée. Pourquoi ? Parce que c'est génial d'avoir une super infrastructure pour pouvoir transiter de la donnée d'un point A à un point B et être capable de capturer beaucoup de choses et d'exploiter un peu la richesse de notre écosystème, de notre plateforme. Mais ce qui est important, c'est que cette donnée, elle soit qualitative et qu'on puisse en faire quelque chose à la fin, histoire qu'on puisse améliorer le produit pour nos utilisateurs, qu'on puisse prendre de bonnes décisions. Et de ce fait, la qualité de données, c'est très très important. Prendre des bonnes décisions avec de la donnée pourrie, ça s'appelle avoir de la chance. Et sur le long terme, c'est pas un truc auquel on croit beaucoup. Vous avez des initiatives en place pour l'améliorer ? Récemment, en ce moment je suis en congé, mais j'ai jeté un œil à mes mails et j'ai vu qu'on avait publié le premier SLO de notre data warehouse. Donc un SLO, c'est Service Level Objective, et le warehouse s'est dit
nous, on va avoir un objectif qui est tous les jours à midi, l'intégralité de notre entrepôt de données est rafraîchie et à jour et consommable par nos utilisateurs. Et du coup, ça, on vient de publier ces statistiques-là et on sait maintenant combien de fois on remplit cet objectif-là, combien de fois on échoue pour cet objectif-là. Et ça, c'est des choses qui vont donner confiance avec nos partenaires pour savoir est-ce que ma donnée, elle est à jour, est-ce que je peux avoir confiance dans la manière dont je vais m'en servir. Est-ce qu'il faut que je sois vigilant, attentif? Ça va aussi générer pas mal de bonnes discussions sur des points d'attention. Tel pipeline de données est cassé, telle source fonctionne plus, et comment on va mettre des correctifs en place. Ah oui, c'est marrant, effectivement. Donc, par qualité de données, ici, on entend surtout l'aspect qu'effectivement, ça rejoint l'image que tu donnais, mais que vous avez bien réussi à récupérer la donnée et à la mettre dans le format attendu, au bon endroit, à la bonne date, plus que d'aller, ce qu'on voit souvent, j'ai l'impression aussi, enfin, je parle par exemple pour nos clients chez Artefact, c'est d'aller essayer de vraiment appliquer des transformations sur la donnée pour la rendre plus qualitative ou vraiment faire remonter aux sources des informations sur des problèmes de qualité. Et là, par problème, j'entends vraiment des éléments du type la donnée n'est pas valide ou la donnée n'est pas complète ou des critères plus spécifiques comme cela. Ouais, alors c'est un très bon point. Je ferais peut-être pas une distinction entre ces deux parties-là, dans le sens où je crois pas qu'on puisse parler de données qualitatives si t'as que l'un des deux. Et après, ça se structure en fonction aussi de comment comment sont organisées tes équipes et qui est responsable de quoi. Aujourd'hui, la qualité de données, c'est pas quelque chose sur lequel on a une définition écrite dans le marbre en disant tel point de données est qualitatif s'il check toute cette liste-là. On est en train de poser les premières briques et c'est pour ça que c'est un chantier encore en cours. Mais il y a un truc qui est vrai, c'est que, comme je reprends mon image tout à l'heure, mais on a vraiment une chaîne assez compliquée. Et pour que quelque chose soit qualitatif, il faut qu'il soit qualitatif de bout en bout. Donc là, on est en train de s'attaquer à une première partie qui est de se dire, OK, à quel moment les traitements sont faits et est-ce qu'ils sont tous terminés. Après, on peut regarder, plus précisément mes indicateurs de est-ce que j'ai un nombre de réservations de trajets qui est à peu près cohérent avec ce à quoi je m'attendais. Si j'observe le triple, j'ai peut-être une sonde qui envoie des événements en double. Ou à l'inverse, si j'en observe que 10%, peut-être j'ai un truc qui a sauté dans mon pipeline. Et tout ça, en fait, ça va se mettre en place petit à petit, je pense. Et vous êtes organisé comment au sein du pôle data? Alors, on est organisé, il y a plusieurs équipes pour réaliser une mission qui est fournir de la donnée des algorithmes à l'entreprise. Cette mission, elle a deux parties. Fournir la donnée, je reprends l'aspect un peu infrastructure, et oui, c'est là où tu as les pipelines, le stockage, l'entrepôt, etc. Cette partie-là, elle est réalisée par deux équipes plateformes. Il y en a une qui va s'occuper de l'entrepôt de données à destination des analystes et de l'analyse humaine, et une autre qui s'occupe de la mise à disposition de données pour les algos de machine learning. Pourquoi deux plateformes? Parce que les cas d'usage sont différents. Il y en a un où un être humain il a une capacité à faire un certain nombre d'actions limitées dans le temps. Les algos, ils peuvent en faire beaucoup, beaucoup plus. Et du coup, il y a une consommation de la donnée qui est différente. Après, il va falloir mettre en valeur cette donnée. Et c'est là où on tombe dans la partie plus algorithmique ou construction de rapports, recommandations de décisions au business. Et là, tu as différentes équipes qui vont être composées d'analystes, de scientists, d'ingénieurs, pour être capable de créer ces éléments de prise de décision, qui soient automatisés comme dans du ML, ou humains comme un business analyst qui va regarder un cas, faire une recommandation, et après le produit ou une équipe Ops peut prendre une décision là-dessus. Et du coup, là, si tu nous dis un peu le ratio, donc tu disais il y a à peu près une trentaine de personnes, donc entre les deux équipes qui sont sur les plateformes, les analystes et les data scientists, ça se répartit comment? On a une petite quinzaine de personnes qui sont sur les équipes plateformes. Et après, le reste, donc 25 personnes si on prend la famille data au grand complet, qui sont réparties entre analyse, scientist et ML engineer. Ah, c'est intéressant. Donc, il y a quand même un gros poids du corps sur la partie plateforme. Ouais, et c'est quelque chose qui est récent. Ça dépend des horizons de temps qu'on prend en compte, mais c'est quelque chose qui date d'il y a 1 an et demi, 24 mois, le fait qu'on mette plus l'accent sur la partie plateforme.
Pourquoi ? Parce que organiquement, on s'était construit comme beaucoup d'équipes en rajoutant des gens là où on en avait besoin. Et souvent, le data engineering ou la partie plateforme, en tout cas, est un peu le parent pauvre dans ce genre de croissance. C'est un peu le truc qui est négligé parce que tu as toujours beaucoup plus de demandes métiers que ce que tu as de demandes platformiques. Ou alors, tu n'as pas forcément la bonne personne pour les regrouper et se dire en fait, il faut qu'on construise un peu différemment. Et peut-être un point que j'ai pas encore mentionné aussi, mais qui est important dans notre organisation, c'est comment créer de la transversalité. Et pour ça, on a créé 3 chapters, un par métier, data engineering, data science et data analysis. Et ces chapters, ils sont là pour aider quelqu'un d'un métier à pas rester isolé dans son équipe business ou dans son équipe science. Et c'est hyper important d'avoir ce canal-là pour partager des connaissances ou des bonnes pratiques. C'est quelque chose qui est assez plébiscité par les équipes, on a mis du temps à trouver le bon fonctionnement, mais aujourd'hui c'est quelque chose d'hyper important pour arriver à bien à ce que tout fonctionne en osmose, à la fois la partie plateforme, à la fois les équipes qui sont beaucoup plus proches du business, et pour arriver à continuer à aider les gens à progresser, à se développer dans leur métier. Et quel est le plus gros challenge que tu as rencontré jusque-là sur tes différents projets ? Alors, c'est une question, je crois qu'à chaque moment dans ta carrière, tu as un plus gros challenge. Et celui qu'on a en ce moment, la thématique de qualité, mais un que j'ai trouvé très fort, je sais pas si on l'a complètement résolu, mais en tout cas, je le perçois un peu moins de manière pressante, c'est la mise en prod d'Algo. C'est une thématique qui est difficile. On peut creuser un peu, mais ouais, c'est un des trucs que j'ai trouvé vraiment sur lequel on a pas mal peiné au cours des derniers mois. Ça se traduisait comment, entre guillemets, le pain ? Malheureusement, il y avait pas qu'un seul pain point, et tu pouvais avoir des choses tu penses que sortir ton algo, ça va prendre 3 semaines, et en fait, il passe 6 mois. Ça peut être, tu le mets en prod, puis tu l'enlèves parce que tu te rends compte que ça marche pas. Ça peut être acquérir la donnée dont tu as besoin en prod pour prendre les décisions. C'est juste beaucoup plus compliqué que ce que tu avais imaginé. Et en fait, un truc qui a été hyper intéressant et sur lequel j'ai beaucoup appris en faisant ça, et enfin surtout en accompagnant les équipes qui faisaient ça, c'est à quel point tu as un besoin de rigueur qui peut être différent du quotidien par exemple d'un analyste. Non pas qu'ils sont pas rigoureux, mais un algo, ça peut être intelligent et en même temps c'est très bête. Il peut prendre des décisions qui paraissent très compliquées, et en même temps si tu lui donnes le mauvais input, c'est sûr qu'il va se gourer. Et du coup, tu as un besoin de rigueur dans les conditions que tu crées pour que l'algo fonctionne, qui est assez différent d'un analyste où un analyste il a une intelligence beaucoup plus large, donc il va se rendre compte tout seul que l'input qu'il est en train de consommer est pas le bon, alors qu'un algo il sait pas. Donc tu es obligé de monitorer beaucoup plus ce que tu fais et d'être beaucoup plus rigoureux dans la manière de l'alimenter et de le mettre en production. Et pour qu'on se rende compte un peu de l'échelle, chez Blablacar, par exemple, avec votre niveau de maturité, on parle d'à peu près combien d'algorithmes, soit qui ont été testés et qui sont aujourd'hui, par exemple, en prod ? Ouais, alors un chiffre qu'on aimait bien partager, il est probablement plus exact aujourd'hui, mais à un moment, on prenait à peu près 2000 décisions par seconde grâce à du ML. Alors forcément, ça dépend ce que tu prends comme décision. Si tu sors une liste de chiffres aléatoires, c'est pas très compliqué, mais c'est pas ce qu'on faisait. Mais ça donne un peu, enfin du coup, il y avait un vrai cas business derrière, et ça donne un peu une idée de, oui, ça veut dire que du coup, il faut que tu aies un système qui soit capable de prendre beaucoup de requêtes par seconde. Si tu te trompes, le temps que tu fixes ton problème, tu as fait beaucoup d'erreurs. Donc c'est des systèmes assez sensibles. En termes de nombre d'algos, aujourd'hui, on doit avoir quelque chose comme entre une douzaine et une demi-douzaine d'algos qui sont en prod. Ah oui, Et d'accord. c'est intéressant parce que sans forcément avoir des centaines et des centaines d'algos, tu peux atteindre des volumétries importantes. Et je dirais que après, les facteurs qui sont importants, et c'est aussi pour ça que je te parlais de la mise en prod comme quelque chose comme un pain point, c'est mesurer ce que tu es en train de faire. C'est probablement plus difficile quand tu as 100 algos que quand tu en as un qui fait 2000 requêtes par seconde. Tu parlais effectivement donc des pain points. Quels sont les éléments principaux de réponse en fait que vous avez trouvés pour faire face à ce challenge ?
Alors, je sais pas si on a trouvé la recette miracle, mais en tout cas, on a quelque chose qui fait que c'est moins un problème. Enfin, c'est plus notre premier problème, en tout cas. Et pour revenir sur ce que je disais avant, en fait, on a mis de la rigueur et on s'est beaucoup inspiré de ce que font les équipes engineering chez Blabla ou ailleurs, qui ont l'habitude d'être en prod. Et nous, c'était moins le cas. Donc, dans les choses qu'on a faites, on a mis des software engineers dans les équipes. Et laisser un data scientist mettre en prod un algo, c'est quelque chose qui en général marche pas bien. Parce que la prod, c'est souvent un système qui est très différent du système data ou de l'écosystème data qu'il peut y avoir dans une boîte. On s'est beaucoup inspiré de leur pratique, de leur méthodo. Et après, on a voulu faire ça en conservant de l'autonomie de nos équipes, parce que les problématiques engineering et data peuvent être parfois un peu différentes, notamment, et on pourra revenir dessus, mais sur les expérimentations ou la complexité que tu gères et les décisions que tu prends qui sont pas forcément les mêmes. Mais on s'est beaucoup inspiré des équipes engineering et ça se voit par davantage de rigueur et une meilleure qualité de ce qui est produit. Ouais, donc finalement, presque un peu les deux éléments de réponse principaux, c'est une petite réorganisation pour finalement avoir presque des binômes un peu data scientist, data eng et de la méthodo. Est-ce que tu peux nous dire aussi ce que vous utilisez comme techno et comme outil au sein du pôle? Là, peut-être sans forcément entrer dans le détail, mais si tu peux nous faire peut-être, tu vois, en 1 minute chrono, un peu une overview de la stack, parce que je sais que ça intéresse souvent les auditeurs. Ouais. Alors, dans notre stack, je vais faire un peu du name dropping, mais en langage de programmation, on a du Python, on a du Java. SQL, c'est pas vraiment un langage de programmation, mais je vais le mettre dedans. En termes d'outils, Blablacar travaille avec Google et sur leur plateforme cloud, donc on a beaucoup de techno Google et on utilise du BigQuery, du Bigtable. Du PubSub, on a Airflow comme orchestrateur mais pas managé. On a aussi du Kafka pour faire du stream d'événements. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Les analystes utilisent Tableau comme outil de BI. Je pense que c'est un bon. C'est une bonne overview déjà. C'est une bonne overview déjà. Ça fait un peu name dropping, mais. Non, mais c'est très clair. Ok, du coup, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à conseiller à nos auditeurs? J'ai une recommandation de contenu qui est un peu intéressée, mais je recommande aux praticiens de la data d'aller rejoindre la communauté du Modern Data Network. C'est un groupe de partage et d'entraide pour des profils expérimentés sur toutes les thématiques data. C'est vraiment quelque chose de 360. C'est un groupe que j'ai la chance d'aider à animer, même si ça se résume souvent à un peu de logistique, avec 3 autres personnes, Louise de chez AssoConnect, Edouard de chez Aircall et Nolwenn de chez SumUp. Donc beaucoup de choses. On a la chance d'avoir une communauté qui est très, très, très riche et qui partage beaucoup. Donc c'est probablement du contenu que je recommande. Ouais. Trop cool, il faut aller voir. Et en parallèle, sûrement une communauté qu'on va recevoir aussi sur ce podcast. Ce serait top, ouais. Et enfin, est-ce que tu peux nous parler d'une équipe data en France qui réalise des beaux projets et que je devrais interviewer? Mais bon, du coup, c'est vrai que si tu as toute la communauté derrière, c'est peut-être difficile de choisir. Tout le monde est intéressant et tout le monde mériterait d'avoir du temps avec toi et de partager un peu leurs problématiques. Mais bon, il faut faire un choix. Moi, je te recommande vivement de discuter avec Marie Krapp de chez VP. C'est quelqu'un qui est hyper intéressant. Son équipe fait beaucoup de choses. Et puis, c'est une VP, c'est quand même une grosse boîte. Et du coup, ça amène des problématiques qui sont différentes de scale, elle t'en parlera mieux que moi. De comment tu gères des équipes dans plusieurs pays, etc. C'est marrant parce que c'est vraiment pas préparé, mais je suis en échange en ce moment avec Marie Krapp et on est en train de se fixer une date pour un épisode, déjà pour un premier échange, donc c'est marrant. C'est bien, moi j'aurais pas influencé ton choix. C'est parfait. Écoute, merci Emmanuel pour ce partage. Avec grand plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez vous abonner, me laisser une note ou un avis sur la plateforme que vous utilisez,
mais surtout, vous pouvez en parler à vos amis ou vos collègues qui s'intéressent à la data. Merci et à bientôt.